Donc, nous sommes toujours le 26 novembre 2015, 50 ans jour pour jour après l'entrée de la France dans les puissances spatiales. Elle est la troisième, grâce au lancement du satellite Astérix, dont nous avons une maquette taille réelle ici, avec le lanceur Diamant. Alors, à mes côtés, Lionel Suchet, directeur adjoint du Centre spatial de Toulouse. Bon, de toute évidence, vous n'avez pas été acteur d'Astérix, sinon je veux la recette de votre crème de jour. Mais malgré tout, Astérix, ça signifie quelque chose pour vous. Oui, bien sûr. Alors moi, j'avais 2 ans et demi quand le tir a eu lieu, donc j'ai pas pu y faire grand-chose, même si j'avais voulu. Malgré tout, ça me semble quand même important que le directeur adjoint du centre de Toulouse soit là, que je sois là, pour honorer toute cette activité et nos anciens, parce que les projets spatiaux, on le sait bien quand on les pratique, c'est d'abord une aventure humaine, c'est d'abord une aventure d'hommes, de femmes qui travaillent ensemble, et tout ce qui a été fait il y a 50 ans, pour donner ce rôle à la France de troisième puissance spatiale, ça a été quand même un gros travail. On parle de ce tir-là, mais c'était des travaux depuis les années 40 qui ont permis de réaliser cette mission. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce lancement et qui ont permis cette activité. Et pour moi, c'est important de les honorer parce que c'est ce qui permet finalement de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Tout est parti de là, de cette équipe, et on a la chance d'avoir des gens aujourd'hui avec nous et c'est super, quoi. Voilà. Parce que l'héritage d'Astérix, c'est aujourd'hui Ariane, ce sont les missions spatiales qu'on peut faire, d'exploration, les satellites autour de la Terre, même en quelque sorte les vols habités. C'est-à-dire, si la France n'avait pas pris cette troisième place à cette époque-là, peut-être, je dis bien peut-être, je sais pas, on aurait peut-être une industrie spatiale moins présente. C'est difficile de le dire. Alors, c'est toujours difficile de refaire l'histoire, mais c'est sûr que les choses auraient été différentes au niveau des lanceurs d'abord, parce que c'est vrai que Diamant, ce lancement, c'est ce qui a permis de satelliser Astérix, mais c'était la puissance de pouvoir satelliser un objet. Et c'est là où on a eu notre troisième place mondiale. C'était cette capacité d'être autonome au niveau de la satellisation d'un objet, pas faire entre le suborbital et puis mettre en orbite un objet, il y a une grosse différence, et c'est cette grosse différence qui a été franchie ce jour-là. Donc au niveau des lanceurs, c'est sûr que ça aurait été différent. Après, au niveau des satellites aussi, alors on dit beaucoup, il y a des débats, Astérix, satellite, là, c'était pas le satellite du CNES, c'était un objet pour tester le lanceur, etc. J'ai entendu beaucoup de ces débats-là, mais tous ces gens-là ont travaillé. 6 jours après Astérix, on a lancé un satellite CNES, la scientifique, en coopération avec les États-Unis. Donc tout ça s'est passé en même temps, et c'était vraiment une seule histoire, je pense, une seule aventure qui a permis à la France d'accéder à l'espace dans ces années-là, donc il y a 50 ans. Oui, parce que c'était vraiment très important, la différence entre suborbital et satellisation, parce que la France faisait du suborbital depuis assez longtemps. On avait des fusées-sondes qui fonctionnaient très bien. Il y a même eu une première expérience spatiale française avec une fusée-sonde. Ça consistait à faire un nuage de sodium, je crois, dans l'atmosphère, enfin, qui avait été considéré comme un grand succès. Mais il y a une très grande différence au niveau énergie-difficulté entre le suborbital et la satellisation. Ah ben, complètement. Le suborbital, il suffit de monter assez haut, mais à vitesse quasi nulle. On peut être à vitesse nulle, à 100 km d'altitude. On est en suborbital. Pour être satellisé, il faut être à 8 km/s. Ça donne une idée de la différence d'énergie entre presque rien du tout et puis 8 km/s. C'est fondamental. Donc c'est là la grosse différence. Donc un savoir-faire, enfin une démonstration de savoir-faire qui avait en plus une importance géostratégique, géopolitique de premier ordre. C'est-à-dire la France montrait qu'elle maîtrisait aussi l'arme nucléaire sur un missile. Bien sûr, puisque ça permettait effectivement d'avoir des portées beaucoup plus importantes qu'avec une fusée-sonde, et de pouvoir atteindre n'importe quel point du globe à partir d'un lanceur. Et puis ça a permis tout le développement des satellites qui aujourd'hui changent notre vision de la planète, parce que depuis un satellite en orbite, on voit n'importe quel point de la planète, on observe, on mesure tous les points de la planète à tout moment aujourd'hui, et c'est grâce à ce qui a été fait il y a 50 ans en partie. Et quand vous avez commencé à arriver dans le milieu spatial, dans votre carrière spatiale, est-ce que l'esprit d'Astérix était encore là? Les anciens d'Astérix étaient encore, j'imagine, très actifs, donc il y avait un passage de savoir-faire qui se faisait, ou la technologie d'Astérix était, je dirais, devenue obsolète? Est-ce qu'il y avait des leçons encore à appliquer? Il y avait des gens qui travaillaient, bien sûr, comme moi je suis rentré au CNES, il y avait des gens qui avaient vécu cette époque-là et qui travaillaient toujours au CNES, et il y avait les gens qui étaient plutôt fusées-sondes. À l'époque, c'était fusées-sondes, on parlait des équipes fusées-sondes et des équipes satellites, et des cultures un peu différentes d'ailleurs qui se sont bâties au CNES au début, entre les gens qui étaient plutôt lanceurs et puis les gens qui étaient satellites, et qui se mélangeaient pas forcément, qui travaillaient dans des divisions particulières, etc. Et c'était présent. C'est des gens que j'ai bien connus, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Donc
vous savez, c'est très jeune, hein, l'histoire spatiale. Dans beaucoup de technologies, on parle d'histoires qui ont plusieurs centaines d'années. Le spatial, ça n'a jamais que 50 ans. On les fête aujourd'hui, mais c'est une cinquantaine d'années, ou un peu plus avec d'autres puissances spatiales, mais c'est très peu. Donc on a la chance d'avoir une histoire très riche et relativement récente, quoi. Donc oui, j'ai travaillé avec ces gens-là et j'en ai retiré beaucoup de plaisir. Oui. Quelles ont été les grandes difficultés que vous avez pu voir? Parce que quand on dit par exemple dans le secteur privé, quand une société a beaucoup de succès, parfois c'est très dur de gérer le succès, l'expansion. Est-ce que dans le spatial, le fait que très vite les applications se développent avec des technologies de plus en plus puissantes, des lanceurs aussi de plus en plus performants, donc également sans doute beaucoup plus complexes, est-ce qu'il y a eu des difficultés inattendues, la rançon du succès en quelque sorte? Alors, les difficultés inattendues, il y en a toujours. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier. On est toujours à la limite de ce qu'on sait faire et donc c'est ça qui est passionnant. Par contre, la rançon du succès, c'est vrai que c'est un poids parce que on se donne de moins en moins de droit à l'échec, je pense. On est habitué à des succès répétitifs, on est habitué à avoir une grande disponibilité de nos systèmes, un enjeu important. On a des systèmes qui sont de plus en plus complexes, donc ils sont de plus en plus chers, donc on a de moins en moins de droits d'avorter une mission. Et ce rapport au risque, ça c'est un poids du succès, parce que tout ce qui a été fait auparavant, ça marche. On veut que ça continue à marcher. Et en même temps, si on veut innover, l'innovation, à un moment donné, c'est de prendre des risques. Et donc on est aujourd'hui partagé entre la nécessité de réussir à chaque coup et la nécessité de pouvoir prendre des risques pour innover. Ça, c'est une difficulté, je pense, du spatial aujourd'hui. Il faut que le spatial ait encore le droit à l'échec. Il n'est pas recherché, bien sûr, mais c'est ça. Sinon, on risque de plus avancer. Voilà, il faut se donner le droit. Pour marcher, des fois, il faut tomber, quoi. Et donc, il faut se donner le droit de tomber tout en ne voulant pas le faire. C'est ça qui est compliqué. Et dans les années qui viennent, quels sont les grands défis que vous identifiez, à la fois pour les satellites d'observation de la Terre, d'une façon générale? Qu'est-ce qui risque de bloquer? Je sais par exemple, il y a quelques années, Jean-Jacques Dordain, directeur général de l'Agence spatiale européenne, disait qu'on risquait par exemple de manquer d'ingénieurs en nombre, qu'il n'y en avait peut-être pas assez. C'est un exemple que je cite. Alors on parle toujours effectivement du problème des vocations dans le domaine technique, hein, ça reste vrai aujourd'hui. Hein, on ne manque pas d'ingénieurs parce qu'on n'a pas besoin de renouveler beaucoup de monde en ce moment, mais dans les années qui viennent, on va avoir besoin de plus en plus de renouveler des gens au CNES comme dans l'industrie spatiale au sens large. Et c'est vrai qu'on risque d'avoir ce problème-là. Maintenant, les enjeux techniques, la passion y est toujours. Quand on ouvre des postes au CNES, on a toujours autant de candidats. Et des fois de plus en plus nombreux. Donc par rapport à ça, j'espère que le spatial peut permettre aussi de susciter des vocations techniques et technologiques pour le futur, qui ne serviraient pas qu'au spatial d'ailleurs, mais qui est un outil aussi pour ça. Et après des enjeux, demain, il y en a partout. Et je crois qu'on est en train de vivre une période très très riche du monde spatial, parce qu'on se rend compte que le spatial s'ouvre vraiment à des enjeux sociétaux de plus en plus larges, permet de répondre à de plus en plus de questions. Et tout ce travail qui a été fait il y a 50 ans pour, au début, essayer d'envoyer un objet dans l'espace, tout simplement, y arriver à l'envoyer, et puis à réussir quelques mesures, donc à faire de la démonstration technologique. Ça, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 50 ans. Ensuite, on est passé à une phase où on a eu des missions plus ciblées sur des petites communautés d'utilisateurs, des communautés scientifiques ou des communautés de défense. Et ça continue, bien évidemment. On a des missions très... On parlait de Rosetta, on peut parler des missions défense qui sont très importantes aujourd'hui au niveau du spatial pour notre sécurité. Et puis, on voit arriver de nouveaux enjeux, c'est-à-dire le spatial qui sert à l'agriculture, à la pêche pour les ressources halieutiques, à notre sécurité au quotidien, à l'aménagement du territoire pour les métropoles, etc. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus directement un petit groupe d'utilisateurs pour lequel on fait une mission, mais on fait une mission pour des enjeux sociétaux, pour le grand public. Et ça, c'est une nouvelle façon de travailler qu'on est en train d'acquérir, qu'on est en train de développer et qui ouvre une nouvelle ère du spatial. Donc je pense que voilà, tout ce qui a été fait il y a 50 ans, ça a été extraordinaire et ça nous permet de faire des choses très très riches aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression aussi qu'il y a une extraordinaire diversité, parce que les satellites, il y a des satellites de télécommunications qui frisent les 10 tonnes, et en même temps, on parle aussi de satellites à peine plus gros que mon poing, qui ont des missions plus spécifiques. Donc il y a un grand panel, c'est pas forcément en concurrence, d'ailleurs ça peut être plutôt complémentaire. Non, c'est un enrichissement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis les démonstrations de techno du tout début, on continue à faire des démonstrations de techno en orbite. Ensuite, ces missions très ciblées dont je parlais
continuent à exister et on en aura toujours besoin. Et puis les missions beaucoup plus larges arrivent et vont se développer aussi beaucoup. Et ça nécessite des objets différents, ça nécessite des orbites différentes aussi. On a l'orbite MEO maintenant qui est entre l'orbite basse Léo et puis l'orbite Géo. On a des orbites différentes. Ça nécessite aussi une compétitivité plus grande. Si on veut que le spatial s'ouvre à un large public avec des utilisations les plus larges possibles, il va falloir que les coûts diminuent aussi. Donc les coûts de lancement, les coûts de développement des satellites. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous et qui est très, très enrichissante, quoi. Enfin, très passionnante. Et dans cette nouvelle ère, pour revenir un peu à Toulouse, quels sont les atouts du Centre spatial toulousain, puisque vous en êtes directeur adjoint? Alors, je vais parler du centre spatial toulousain, mais à Toulouse, il n'y a pas que le centre spatial de Toulouse et du CNES. Il y a nos industriels, et TAS et Airbus, et puis tous les PME qui travaillent autour du spatial, plus les écoles de formation. Enfin, c'est tout vraiment. On a 25% à peu près des emplois du spatial européens qui sont sur la région toulousaine. Donc, c'est extrêmement riche. Et je crois que notre grande force, c'est d'avoir des synergies importantes en un même endroit. Justement, c'est l'industrie, les formations, l'agence spatiale. Et l'agence spatiale, typiquement le centre du CNES, donc, regroupe là aussi toutes les compétences depuis les conceptions initiales des systèmes, puis réfléchir, s'interfacer avec les utilisateurs, comprendre leurs besoins, penser à un système, le concevoir, puis développer, faire de l'expertise technique bas niveau, faire des opérations, récupérer les données, faire de l'exploitation. Donc souvent dans d'autres organisations mondiales, c'est morcelé, c'est-à-dire il y a un centre spécialisé dans le développement des équipements, il y a un centre spécialisé dans les opérations, il y a un centre spécialisé et les gens sont morcelés. On a une grande chance ici à Toulouse, c'est d'avoir tout sur place et donc ça crée une synergie très très intéressante entre les individus, ceux qui opèrent les systèmes d'aujourd'hui, ont les idées pour les systèmes de demain, tout ça est très enrichissant et très intéressant. Donc, cette proximité des savoir-faire multiples nécessaires au spatial, c'est vraiment un atout. Oui. Parce qu'on pourrait dire à l'époque des communications, des réseaux sociaux, c'est plus la peine d'être à côté l'un de l'autre, mais... Il y a beaucoup de choses qui se passent au café encore. Oui, dans la machine à café, oui. Ou dans les couloirs. On dit qu'un ingénieur, c'est une machine qui transforme du café en projet, donc c'est un peu ça, quoi. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'héritage d'Astérix et aussi sur l'avenir du spatial, notamment à Toulouse, mais pas uniquement. Merci beaucoup. Merci à vous.